Allez, on va commencer si vous voulez bien. Alors, dans un premier temps, on vous remercie pour votre inscription. Moi, je me présente. Je m'appelle Mélisse Moya. Donc, je suis chargée de développement à la Ligue Bretagne de handball. Voilà. Et on va vous présenter avec Hugo Pelletier et Pierre Gézéquel, notre vision du bénévolat partagée avec l'ensemble des bénévoles avec lesquels on a pu échanger jusqu'à présent et des professionnels de l'activité et également d'autres activités transversales au handball. Donc, on est bien dans le cadre de attirer et fidéliser les bénévoles et on va vous présenter une approche qui est orientée sur trois publics, les adultes, les parents et les jeunes. OK. Alors, juste pour rappel, le contexte associatif aujourd'hui. Hop. C'est parti. Alors du coup, on rappelle que le bénévolat est essentiel aujourd'hui aux associations et la question à se poser, c'est est-ce que nos associations existeraient sans eux? Ensuite, on note une évolution de l'emploi qui est croissante dans les associations. Alors, est-ce que c'est une force ou une faiblesse? On le verra plus tard. Et du coup, la difficulté pour l'ensemble des associations, c'est de trouver un juste équilibre justement entre les salariés et les bénévoles. À noter également que les générations changent et que ça va forcément avoir un impact sur cet équilibre à trouver. Que les jeunes dans notre société s'engagent de plus en plus, puisqu'on a une évolution sur 10 ans de plus 30%. Et que comment fait-on justement pour gérer l'ensemble de ces ressources qui sont une richesse et en même temps une difficulté puisqu'il y a une grande hétérogénéité. Voilà. Autre point essentiel, l'État aujourd'hui met en place plusieurs dispositifs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Enfin, le contexte associatif, ce sont des valeurs fortes, donc de solidarité qui permettent de créer du lien social, qui favorisent le travail en équipe et bien d'autres valeurs que vous connaissez. Et pour finir et puis passer à la slide suivante, on note un fort engagement des plus de 65 ans sur nos associations, mais le profil type du bénévole évolue considérablement et on va le voir avec l'évolution des générations. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, juste pour prendre conscience qu'aujourd'hui, on a dans une association au moins 5 générations différentes et qu'on ne peut pas s'adresser de la même façon à toutes ces générations. Donc, ce document, vous l'aurez, vous pourrez prendre le temps justement d'analyser. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'il faut avoir un discours général ou plutôt s'intéresser à chacune de ces générations? Et enfin, est-ce que c'est plutôt une force ou une faiblesse? Donc, je m'excuse si je vais vite, mais vous pourrez avoir accès aux documents. Enfin, en tant qu'association, on a quelques questions à se poser pour renouveler ou attirer de nouveaux bénévoles. La première étant, quel est le projet du club? Voilà, quelles sont nos valeurs, quels sont les objectifs. Ensuite, si on a identifié des missions, quel en est le sens? Quel est le sens de la mission que je propose? En quoi cette ou ces missions consistent? Et qui en est responsable? Et à quel moment cette mission et où elle doit être effectuée? Ensuite, qu'est-ce que l'engagement peut apporter, que ce soit aux bénévoles ou à l'association? Pourquoi est-ce que le bénévole devrait s'engager? Voilà, donc s'intéresser vraiment aux bénévoles. On l'a vu, donc il y a plusieurs profils de bénévoles, il y a plusieurs générations différentes, donc vraiment s'intéresser à chaque individu. Et enfin, si le bénévole souhaite s'engager, voilà, comment est-ce qu'on peut l'accompagner? Qui peut le former en interne s'il y a besoin d'être formé ou via le secteur. Vous savez qu'en Bretagne, on a 16 secteurs
où les clubs sont regroupés, ce qui permet une communication un peu plus directe et la mise en place de projets ou le partage de compétences. Donc, les mêmes questions toujours à se poser, où et quand. Et ensuite, une fois que cette personne en fait, elle a souhaité se former dans un premier temps en interne, comment est-ce qu'elle peut se former en externe, où et quand. Alors, ces questions, elles se posent en équipe. Donc, peut-être se rapprocher du bureau directeur, du conseil d'administration, des dirigeants salariés ou autres personnes qui souhaitent s'investir dans ce projet. Voilà, il y a également la possibilité de se poser d'autres questions. Nous, on a ciblé les 6 questions qui nous semblaient essentielles, mais vous pouvez très bien en proposer de nouvelles. Ces questions, vous avez vu, à chaque fois, on a parlé dans un premier temps du sens, ensuite en quoi elles consistent et plutôt l'aspect où et quand. Et en fait, on s'est appuyé sur un principe qui est la pyramide de la motivation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je m'adresse à un bénévole, par quoi est-ce que je commence? On a identifié que sur cette pyramide, il y avait 3 éléments importants. Si je m'adresse au bénévole en lui proposant, dans un premier temps, la mission détaillée, c'est-à-dire, par exemple, je vais parler des 3 premières phases de la pyramide. Dans quel environnement, c'est-à-dire où est-ce que je dois effectuer ma mission, quand, à quel moment. Si je lui demande, si je lui expose le comportement, c'est-à-dire, voilà, tu vas devoir, par exemple, pour la gestion de la buvette, tu vas devoir tu vas devoir faire les stocks, tu vas devoir aller chercher également les bouteilles pour le week-end, les gâteaux, etc. Bref, si je commence par ça, en termes de motivation, on chute. Si par contre, vous voulez plutôt entretenir la motivation de la personne à qui vous vous adressez, on va plutôt aller chercher le sens de l'action, l'identité du bénévole et ses croyances, pour que l'action qu'on lui propose se rapproche le plus possible de ce qu'il fait rêver. Donc, en gros, première question, de quelle association fais-tu partie? D'accord? Donc, identifier le sens que va donner le bénévole à l'association. Ensuite, quel bénévole est-ce que c'est? Quelles sont ses caractéristiques? Et ce qui fait qu'il est motivé et qu'il se sent attaché et qu'il a ce sentiment du coup d'appartenance à l'association. Quelle croyance? Donc, pourquoi est-ce qu'il est bénévole, en fait? Sur en quoi il croit. Donc, j'ai mis des exemples. Alors, je vais vous en lire 2, 3, mais je ne vais pas tous les faire. Derrière, comment on s'organise en tant que bénévole? En quoi consiste le rôle? Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Et ensuite, dans quel lieu est-ce que le bénévole s'engage? Donc, quand on parle de quelle association fais-tu partie? Donc, par exemple, le bénévole pourrait très bien répondre, je fais partie d'une association qui permet à des enfants de s'épanouir à travers une activité sportive que j'affectionne particulièrement, donc le handball. J'ai moi-même eu la chance d'être entraînée par des bénévoles plus jeunes. Quelle chance! Et là, en fait, on fait vraiment appel à la motivation profonde du bénévole et le fait de pouvoir le sensibiliser, ça va avoir un impact déterminant dans sa volonté à s'investir. Okay. Deuxième, et après je vais m'arrêter, quel bénévole es-tu? Moi, en fait, je suis une personne très sincère et j'aime donner et transmettre. J'aime les vraies intentions, le sport, le respect, le partage. Et du coup, ça fait complètement rappel à la première question, qui est le sens qu'il donne. Cette personne-là, elle s'identifie complètement aux valeurs de votre association. Attention, ces valeurs, le bénévole peut s'y identifier si, au préalable, vous vous êtes posé les questions dont on a abordé juste avant. OK? Donc, maintenant, je vais laisser la parole à mes partenaires et on va faire un zoom. Donc, c'est le parti pris qu'on a fait, d'aller plutôt identifier quels sont les bénévoles adultes, parents et jeunes et comment justement les investir dans l'association. Donc, je vais laisser la parole à Hugo qui va pouvoir se présenter et vous exposer la partie adulte. Je vous remercie.
Alors, merci Mélisse. En même temps, il y a eu une question alors de 85 77 45 que j'ai pas compris. Donc, n'hésitez pas à mettre votre micro et à la poser en direct maintenant, avant qu'on enchaîne sur la partie adulte, ou alors on verra ça sur le temps de questions. Il y a pas de, comme vous voulez. Je crois que vous avez. Alors, c'est moi qui ai posé la question, Gonick Tellière, du compte Ok. de Roisandbal. Et en fait, je mets comment cela se traduit en fait, par rapport à ce que me proposait Mélisse. C'est pour justement attirer le bénévole et connaître un petit peu ce qu'il ressent et quel environnement il s'attache, etc. Enfin, tout ce qu'elle a décrit. Est-ce que c'est un questionnaire qu'on envoie justement aux bénévoles? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on va directement attraper dans le coin d'une salle et qu'on va demander ces choses-là ou, Alors, la question est intéressante et elle fait rappel au tableau qu'on a exposé sur sur les générations. En fait, vous pourrez voir en détail, chaque génération a un mode de communication préférentiel. Ok, D'accord? Donc déjà, identifier à quelle génération est-ce que je m'adresse, à quelle personne est-ce que je m'adresse et quelle est sa communication préférentielle. Les outils, donc ça peut très bien être un formulaire, ça peut très bien être un échange direct, parce que la personne préfère les échanges directs. Donc, si vous voulez être au plus proche de ce que la personne attend, c'est vraiment cibler quel est son mode de communication préférentiel et à partir de là, bah, vous allez aller choisir l'outil qui correspond à la personne. C'est, c'est la difficulté qu'il y a justement sur le fait qu'il y ait plusieurs générations. C'est que si on s'adresse de la même façon à tout le monde, eh ben, on va cibler en fait qu'une génération sur les cinq. ok. OK? Voilà. Alors après, c'est le recul que moi j'en fais. Et par rapport, j'ai eu la chance de pouvoir aller regarder plusieurs sites, même au Canada, etc. Et c'est hyper riche parce que on prend vraiment conscience qu'en France, on a tendance à s'adresser à une généralité et pas forcément à l'individu. Voilà, on est dans un sport humain. Bah, voilà, même les bénévoles, la priorité, c'est vraiment de se focaliser sur la personne. Et on a tendance, même dans l'entraînement, à entraîner une machine avant d'entraîner un humain. Bah, le bénévolat, c'est pareil. Ce sont des humains, donc on s'adresse à une personne. OK? Voilà, merci pour la question, c'était intéressant. Merci. Et pour le doute sur les 30%, en fait, c'est des données que j'ai relevées sur France Bénévolat. Donc j'ai bien dit depuis 2010, donc c'est des données qui datent un peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ont moins peur de prendre des initiatives qu'avant. Et si on peut les intégrer, enfin voilà, on va en parler plus en détail plus tard. Donc Hugo, je te remercie. Tu peux prendre la suite. Allez, c'est parti. Donc, comme l'a dit Mélisse, moi je vais faire un focus sur les adultes. Alors, on a bien dissocié adultes, parents, jeunes. Donc là, je cible vraiment les adultes qui peuvent être parents, mais en tout cas qui sont que je différencie du coup des parents, parce que ça sera traité juste après. On identifie en gros cinq grandes raisons ou cinq grandes raisons au non-engagement des adultes dans les associations qui sont que j'ai mises ici, qui sont le manque de disponibilité, pour certains la crainte du risque juridique parce qu'avec l'augmentation des contraintes qui pèsent sur les dirigeants, avec la professionnalisation du secteur, ben, il y a de plus en plus de contraintes. Il y a aussi de plus en plus peut-être en tout cas de tensions qui peuvent y avoir avec les adhérents. Et du coup, il y a vraiment des craintes sur l'engagement et le risque juridique. Il y a aussi des craintes par rapport à la mission en elle-même. Certains sont moins militants et du coup n'ont pas envie de s'engager en fait. Euh, et il y a aussi une raison, c'est qu'il y a des gens qui ne s'investissent pas parce qu'ils n'ont jamais été sollicités. Et du coup, on va y revenir après là-dessus, mais sur le manque de disponibilité, ce que je peux remarquer, et à l'échelle à l'échelle de mon club, je me suis même pas présenté, mais c'est pas grave. Hugo Pelletier, je suis breton, mais je suis plus en Bretagne, et je suis formateur et consultant dans le monde du sport. Et du coup, pour le manque de disponibilité, on peut imaginer, notamment pour des générations un peu plus jeunes, ou alors des générations qui ont des contraintes professionnelles et familiales fortes,
c'est vraiment d'offrir de l'autonomie dans la gestion de la mission. Quand je dis la gestion de la mission, c'est-à-dire que on est organisé avec des réunions de bureau directeur qui sont le vendredi soir de 19 à 21h ou de 18 ou le samedi matin de 9h à 11h30, ou alors sur des temps qui sont relativement fixes, qui sont peu malléables, avec des missions qui sont généralement le week-end ou le soir, parce que ça correspond au temps d'activité. Donc, il y en a pour lesquels les entraîneurs ou les éducateurs, ceux qui entraînent, il n'y a pas trop le choix pour les entraînements. Mais par contre, pour ceux qui sont dirigeants et qui s'investissent sur des missions transversales, offrez de l'autonomie dans la gestion de la mission. Le numérique le permet. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont gratuits pour la plupart de ceux qu'on utilise, nous, dans le club. Ils sont gratuits et ils permettent d'offrir une belle flexibilité. Ils permettent aussi de ne pas être tous au même endroit au même moment. C'est-à-dire que quand on parle de réunions où on était tout le temps en présentiel, finalement, on peut imaginer des réunions avec du présentiel et un PC de poser pour que les gens puissent être à la fois sur du présentiel et à la fois sur du distanciel parce qu'ils participent qu'à un petit temps de la réunion. On peut imaginer être sur des logiciels numériques type Padlet. Padlet, ça s'écrit P-A-D-L-E-T. Et ça permet de faire des murs virtuels et de travailler un peu en équipe. Pour des gens qui sont sensibilisés au numérique, ça peut être très performant et éviter de se retrouver tous et du coup que le manque de disponibilité empêche l'engagement. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais vous alerter aussi, c'est sur la notion de délégation. On se plaint souvent de ne pas avoir de bénévoles. Par contre, c'est difficile de déléguer souvent des choses qui sont faites par des collègues depuis très longtemps. Et du coup, par conséquent, il ne faut pas hésiter à déléguer et à accepter que ce ne soit pas aussi bien fait que si c'était vous. Et voilà, vraiment laisser de la liberté dans la mission pour que ces disponibilités-là puissent être contournées par des gens qui veulent s'investir, mais qui n'ont pas forcément la dispo si on leur propose une mission carrée et toujours et très organisée. La deuxième chose, c'est la crainte du risque juridique ou du risque ou d'autres formes de risques. Donc, la formation, c'est un levier, des formations courtes, pas forcément. Alors, il y a des formations qui sont mises en place par la Ligue. Des fois, ça correspond. Souvent, ça correspond. C'est ça l'objectif. Des fois, ça correspond pas parce que c'est des formations qui sont très courtes et que vous pouvez dispenser en interne. Des formats de fiches mémo. Alors, fiches mémo, je vais vous montrer un exemple que j'ai fait l'année dernière. C'était dans le cadre de la commission technique et c'était un mémo à destination des entraîneurs où en fait il y avait des entraîneurs bénévoles qui savaient pas trop comment faire une séance, notamment des parents qui là en l'occurrence c'était des parents ou des joueurs des équipes seniors qui voulaient bien entraîner mais qui savaient pas comment faire. Et du coup j'avais essayé en une fiche que vous voyez à l'écran, j'avais essayé vraiment de dire voilà, je débute dans l'entraînement. Voilà en gros comment est-ce que je fais quelque chose ce soir qui soit de qualité avec voilà un minimum de texte, mon point de départ, questions à se poser, le rôle d'animateur et le rôle d'entraîneur pour ceux qui peuvent jouer le rôle d'entraîneur, quelques conseils et puis pour chaque exercice comment est-ce qu'on organise les exercices avec la découverte, le travail et la phase compétitive. Là c'est quelque chose de propre au club. Et une autre forme de mémo, et qui allait avec, du coup, c'était la deuxième fiche pratique, c'était en gros comment est-ce qu'on rédige une séance. Donc l'architecture de séance, comment est-ce qu'elle est faite. Voilà. Ça, c'est pour des gens qui veulent s'investir sur la partie technique, mais on peut très bien imaginer faire des fiches mémo pour le secrétaire, pour le président, pour les personnes qui sont investies sur la commission enfin, j'en sais rien. Voilà. On peut l'imaginer. Et la troisième chose, c'est de créer des réseaux entre les clubs là on a parlé de secteur tout à l'heure, mais de mettre en place des échanges de bonnes pratiques entre les clubs du secteur parce que les problématiques que rencontrent des dirigeants sur un club X, ils sont probablement rencontrés par le club Y. Donc ça c'est voilà de vous mettre en relation ou qu'au niveau de la ligue il y ait une mise en relation entre les clubs et les problèmes des uns, je pense, pourront
pourront aider les autres. La troisième chose, c'est la crainte ou le désintérêt vis-à-vis de la mission. Donc il y a plusieurs choses ou bonnes pratiques qui peuvent être mises en place, mais c'est de la formaliser, la mission. Mélisse en a parlé tout à l'heure, mais de dire on a besoin de toi ou on manque de bénévoles, tu veux pas venir nous aider? Ouais, ok, mais je viens vous aider à quoi? Ça dure combien de temps? Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est comme si vous alliez à un entretien d'embauche, accepter un travail et qu'en fait vous saviez pas pourquoi vous signez, pas combien vous allez être payé, pas quand est-ce que vous allez travailler. C'est compliqué en fait, même si c'est dans les grandes lignes, et je vais vous montrer 2-3 exemples, même si c'est dans les grandes lignes, c'est important de formaliser la mission et de le présenter de manière attractive. J'ai 2 exemples à vous montrer. Un de manière presque d'actualité, les buvettes réouvrent, en tout cas les buvettes en ville. Là, c'est une fiche mémo pour un responsable buvette qui tient en une page avec je suis responsable de la buvette du club, ma dispo c'est à peu près 5 heures par mois, j'aime et je connais, qu'est-ce que je fais dans mon soutien aux activités du club, à quoi je sers en fait, et là c'est plutôt qu'est-ce que je fais, et là c'est à quoi je sers dans la partie du bas. Donc là c'est vraiment une fiche très synthèse qui peut être faite pour différentes missions sur lesquelles vous avez des besoins. Et qui peut permettre de la présenter. Pourquoi pas de faire une affiche, pour recruter. Je vais vous en montrer une deuxième. C'est pas l'opposé, mais ça a été fait par un club de foot américain, je crois. Je vous présente les avantages et les inconvénients, hein, mais là on est sur la fiche mission d'un président avec le rôle, les actions vis-à-vis de l'externe en interne, la responsabilité, les formations conseillées et les outils que cette personne aura. Alors, avantage, il y a un gros travail qui a été fait par l'association pour bien définir tout ce qui était à faire par le président. Désavantages, il y en a plusieurs. Un, déjà, ça peut faire peur, clairement. 2, c'est marqué fiche de poste. La fiche de poste, c'est réservé à des salariés. C'est pas réservé à des bénévoles. C'est une fiche mission, ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas une fiche de poste. Donc ça, c'est les deux limites de cet outil-là. Par contre, ils ont eu le mérite, ce club-là et Sox, ils ont eu le mérite de vraiment lister ce que cette personne avait à faire. Et ça, vous, pour définir un peu le qui fait quoi et pour animer de manière efficace votre équipe bénévole et salariée, ça peut être intéressant de passer par ça. Et après, de rechercher vos bénévoles avec une fiche un peu plus édulcorée. Voilà les 2 exemples. Il y a sûrement un juste milieu à trouver entre les deux. Mais voilà, peut-être les 2 extrêmes. La 4e chose, c'est qu'il y a moins de militantisme. Je le dis, et en gros, c'est une info que j'ai trouvée sur un site qui s'appelle Acteurs du Sport, et c'était un article de ce site-là, Acteurs du Sport, où il y avait toute une étude sur le bénévolat associatif. C'est clair que les profils des bénévoles sont plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a 20, 30 ou peut-être 40 ans, j'en sais rien, et qu'il faut accepter un engagement qui soit plus intéressé et valoriser l'engagement. Alors, la valorisation de l'engagement, elle n'est pas forcément financière, et pas nécessairement financière, parce que de toute façon, on a peu de levier quand même pour valoriser financièrement des bénévoles. Mais en tout cas, il y a de la même manière que pour des partenaires privés ou publics, il y a une expression qui est à la mode, c'est de trouver une relation gagnant-gagnant avec des partenaires privés et publics. En fait, on pourrait imaginer que ces adultes bénévoles-là, on cherche une relation gagnant-gagnant, comme avec nos partenaires, parce que finalement, ça va être des partenaires de travail, donc ou des partenaires associatifs. Donc, cherchez une relation gagnant-gagnant. Vous allez avoir à y gagner parce que ça va apporter un intérêt que vous ayez des gens qui s'investissent pour votre club. Et eux, ces adultes-là qui font partie des équipes seniors, qui font partie de votre environnement, quel intérêt ils vont avoir à s'investir pour vous. Voilà. Et l'intérêt, si je peux citer des exemples, il y a du coup le compte engagement bénévole qui peut être valorisé.
enfin le CEC, le compte engagement citoyen, qui peut permettre du coup de se former derrière. Ça, c'est une première forme de valorisation. Après, il y a les valorisations plus classiques, et je crois que Pierre va en parler, donc je ne vais pas trop revenir dessus, mais les valorisations liées à la mise en avant, la mise en avant d'un bénévole auprès de, enfin, sur des remises de récompenses X ou Y. Il y a aussi pour les jeunes la mise en réseau avec peut-être votre réseau de partenaires privés et d'aller sur une inclusion et sociale et professionnelle pour des bénévoles qui s'investissent. Ça, de plus en plus d'associations vont dans ce sens-là. Alors, pas nécessairement des assos sportifs. Et si c'est des assos sportifs, c'est pas forcément dans le handball. Mais en tout cas, il y a de plus en plus d'initiatives qui sont mises dans ce sens-là pour que l'engagement des adultes, il y ait des ponts qui se fassent entre les entreprises du secteur et l'engagement associatif. Et la dernière chose, c'est que souvent les personnes, elles n'ont pas été sollicitées. Elles sont joueurs. On les a sollicités pour un cochon grillé 2 fois dans l'année, mais on les a jamais sollicités sur des missions un peu plus longues ou un peu plus récurrentes. Et surtout, on ne s'est jamais posé la question de ce que la personne savait faire. Il y a peut-être des personnes qui savent faire des outils de com et à qui ça prendrait 5 minutes de mettre en forme vos affiches de com. Et il y a sûrement plein de profils différents dans vos adultes qui pourraient être valorisés dans le cadre d'un bénévolat et que vous pourriez intégrer en fait dans votre équipe bénévole. Les bonnes pratiques, c'est de se poser la question de ce que savent faire les adultes qui sont dans votre club. C'est quoi leur travail, ou alors c'est quoi leur passion, c'est quoi leur hobby. Peut-être qu'il y a, je sais pas moi, des photographes, des jeunes photographes qui ont envie de se lancer et qui, grâce aux photos des matchs, vont pouvoir être mis dans les journaux ou faire parler d'eux sur les réseaux. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Du coup, ça vous fait un photographe qui vient là le week-end ou qui vous fait le calendrier. Enfin, voilà, il y a plein de choses peut-être à voir dans ce sens-là. Et après, et Pierre va y revenir, il me semble, donc je vais pas m'apesantir là-dessus. Mais on peut imaginer des parcours thématisés de l'engagement en parallèle d'un engagement du joueur, donc de le systématiser. Ça, ils le font au foot depuis cette année ou depuis l'année dernière, je crois. Ils le font systématiquement, c'est-à-dire que je suis joueur, mais je ne suis pas que joueur. Et ça s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux jeunes d'ailleurs. Je suis joueur et j'ai un autre parcours à choisir dans le cadre de mon engagement. C'est joueur arbitre ou joueur éducateur ou joueur dirigeant. Voilà. Et après, il y a des actions qui sont identifiées. Tous les clubs le font pas, mais il y a des actions qui sont identifiées. Et les adultes, du coup, peuvent s'investir sur ces 3 thématiques-là, la thématique dirigeante, la thématique éducateur ou la thématique arbitrage, qui correspondent en fait aux besoins des clubs. Donc ça, c'est possible aussi de le formaliser et de le mettre dans un package en fait avec la licence. Voilà. C'est des choix forts, c'est des choix qui sont à faire en bureau directeur parce que c'est pas rien. Mais c'est des choix que font certains clubs et c'est même des choix que font certaines fédés puisque le foot est parti là-dedans. Voilà un petit peu des choses pour l'engagement des adultes. Il y a aussi différents profils d'adultes et je terminerai là-dessus. Il y a les adultes qui sont joueurs, donc là qu'on peut engager de cette manière-là. Il y a les adultes qui sont ni joueurs ni parents. Et là, je pense peut-être à des personnes qui sont ex-joueurs sortis du réseau du club et qu'on pourrait faire revenir dans l'engagement associatif grâce à des offres de pratique qui se lancent avec la Fédé. Il y a le handfit, il y a le hand à 4, il y a le hand loisir. Enfin, il y a plein d'offres de pratique dont on pourrait se servir en disant, écoutez, vous avez fait partie du club il y a 5, 10, 15 ans. On vous propose une offre de pratique et en parallèle, par contre, vous revenez vous engager. Et là, on est sur un engagement plus intéressé, mais par contre, on valorise l'engagement par la mise en place de créneaux 1 fois par mois ou 2 fois par mois, j'en sais rien, sur du handfit spécifique pour les bénévoles. Il y a des choses peut-être à imaginer dans ce sens-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais laisser du coup la parole à Pierre.
Ouais, merci Hugo. Pour les questions, le temps coule. Du coup, n'hésitez pas à les poser dans le chat si vous voulez. Et ensuite, on y reviendra à la fin du webinaire. Donc, Pierre, à toi. Parfait, merci Mélisse, merci Hugo. Je me présente rapidement. Du coup, moi, c'est Pierre Gézéquel. Je suis salarié du club de Locmaria Handball à la pointe du Finistère et avec plusieurs missions évidemment d'encadrement, mais également d'accompagnement et de soutien aux bénévoles. Et donc voilà, l'idée, j'ai été invité gentiment sur ce webinaire pour aussi partager les expériences qu'on vit en club. Et donc, comme vous, avec des difficultés à chercher des bénévoles ou en tout cas à les fidéliser. Donc voilà, l'idée c'est de partager, de faire un petit partage d'expérience avec ce qui se fait. Alors il n'y a pas de bonnes ou de. Enfin, il y a des bonnes et des moins bonnes pratiques. Après, voilà, c'est apprendre ou à laisser. Chacun s'adapte en fonction aussi de son contexte. L'idée, c'est que de toute façon, que ce soit les parents, les adultes ou les jeunes, on le sait, pour trouver les bénévoles, la principale ressource, elle se trouve au sein de l'association. Et donc, en fait, qui ne sont pas licenciés, mais dont on peut quand même essayer de deviner le métier, les expériences, et puis de savoir ce qu'elles pourraient apporter à l'association, essayer de les attirer dans l'association. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous fonctionnent avec une fiche navette en début de saison. Nous, c'est ce qu'on fait également. L'idée sur cette fiche pratique, là, c'était aussi de récupérer un petit peu les informations sur les parents. Donc là, par exemple, nous, sur le fonctionnement, on demande les professions de la société, donc avec plusieurs intérêts. Au-delà de l'intérêt évidemment administratif de la chose, c'est aussi de pouvoir derrière les solliciter éventuellement en fonction de leur profession et de leurs envies. Mais alors, souvent, enfin, on est nombreux, je pense, à faire cette petite fiche. Après, la problématique, c'est que souvent, la saison s'entame, elle démarre sur les chapeaux de roue, et puis derrière, les fiches, elles restent bien au chaud sur le bureau, et puis on ne s'en sert pas trop. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir à se servir de ces ressources, parce que c'est vraiment, on va essayer de le détailler, mais dans le parcours du bénévole, les parents, c'est vraiment un levier hyper important et qu'il faut essayer de solliciter le plus tôt possible, même sur différentes missions. Justement, on peut lister un petit peu, alors on l'a vu, hein, Hugo l'a précisé, le bénévolat a changé ces dernières années, alors depuis combien de temps, on ne sait pas, mais on peut quand même différencier trois types de bénévoles, avec le bénévole occasionnel, qui va plutôt donner le coup de main régulièrement. Vous êtes en train de monter les buts ou sur la séance, il va venir naturellement vous aider, ou sur la manifestation que vous menez, il va naturellement rentrer derrière la buvette si vous êtes dans le jus. Il y a après les bénévoles réguliers, qui sont les personnes qui s'impliquent évidemment dans la vie du club avec notamment l'entraînement, l'arbitrage, etc. Et puis après les bénévoles dirigeants. Alors, le mauvais choix un peu serait d'essayer de faire de nos parents directement des bénévoles dirigeants. En général, il y a de grandes chances qu'on les braque. Alors, il y en aura forcément, mais l'idée, c'est peut-être de ne pas brûler les étapes et puis de les intéresser, de les solliciter en tout cas, parce que chacun vient au sport et dans le bénévolat avec des motivations diverses. Et l'idée, c'est de trouver la motivation qui fera que ces parents viendront, mettront un pied, et puis au fur et à mesure, une fois qu'on a suscité la curiosité, ils vont de plus en plus loin et puis deviennent peut-être bénévoles réguliers pour prendre une équipe l'année suivante. Et donc c'est pour ça que je voulais là-dessus. Généralement, quand on cherche des bénévoles, c'est presque trop tard en fait. L'idée, c'est de cheminer, de savoir que le bénévolat, c'est un vrai parcours, et que lorsque le parent il arrive, on ne va pas forcément directement lui demander d'encadrer l'équipe, parce que ce sera un refus catégorique, non seulement voilà, peut-être par méconnaissance, par peur, avec tout ce que disait Hugo tout à l'heure, tous les refus qu'il peut y avoir, le manque de disponibilité, tout ça. Pour autant, il y a plein de petites missions qui, l'air de rien, n'ont l'air de rien pour le coup, mais sur lesquelles on peut les solliciter, et qui va faire qu'on va essayer justement de susciter la curiosité. Pour ça, il faut quand même réussir à notifier ces tâches-là, à les préciser, et d'où la fiche bénévole que montrait Hugo tout à l'heure aussi, qui peut être très utile pour ça, avec des petites missions bénévoles à rajouter. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de les intégrer le plus tôt possible, mais vraiment sur des missions qui ont l'air de rien. Donc alors, l'idée là-dessus, donc n'hésitez pas, pareil, si vous avez des questions, on pose
sur le chat et puis on essaiera d'y répondre tous ensemble. L'idée, c'était de partager un peu les pratiques qui se font par chez nous, en tout cas par chez moi pour ce que je connais, et notamment avec le livret d'accueil. Donc le livret d'accueil, en fait, c'est un appui à la réunion d'information classique que j'imagine vous faites tous en début de saison quand on prend un groupe, l'entraîneur avec les moins de 11 gars voilà, invite les parents de ces moins de 11 pour leur dire comment ça va se procéder. L'idée, nous, on l'a formalisé par catégorie sur chaque catégorie, en fait, et au format papier, ce qui va laisser une trace simplement, donc papier ou mail, hein, mais l'idée, c'est de marquer une trace, qu'elle ne soit pas uniquement à l'oral et que ce ne soit pas un one-shot sur la réunion d'information où les parents pourraient éventuellement être intéressés et puis s'en désintéressent aussi vite derrière, puisque ils oublient. Donc là, l'idée, nous, c'est un petit document qui formalise en montrant qui sont les encadrants. Et donc, voilà, un petit formulaire de 4 pages avec notamment ce qu'on attend également des parents. Et évidemment aussi ce qu'on attend des enfants. Voilà. Et donc simplement de pouvoir mettre le pied à l'étrier. Et une fois qu'ils ont ces connaissances-là, on a l'avantage l'idée, c'est comme ça que ça fonctionne aussi, c'est que derrière, on a une personne, un bénévole déjà, bien sûr, qui est déjà un bénévole actif, et qui va essayer tout au long de l'année, justement, de solliciter les parents au fur et à mesure pour une aide aussi minime soit-elle, mais que ce soit le montage des buts, l'installation des ateliers, et des fois, juste prendre la table de marque sur des plateaux moins de neuf. Voilà, l'idée est d'essayer d'avoir une personne un petit peu référente du travail sur la mobilisation bénévole, en fait, tout simplement. Alors, l'idéal, si on peut dire, il y a des retours d'expérience d'autres clubs qui ont fait le cas. Par exemple, un président qui souhaite se retirer un petit peu et qui donc démissionne de sa fonction de président, pour autant qui reste très actif dans le club et qui est dédié à cette mobilisation-là du bénévole. Et en fait, le fait de son expérience et de son acquis, en tout cas sur les fonctions qu'il a pu occuper, vont permettre d'expliquer, d'être plus proche des bénévoles qui pourraient arriver, mais qui peut-être par méconnaissance n'osent pas franchir le pas. Et donc pour ça, il y a un outil aussi qui est le parrainage, parce qu'on le disait, hein, si l'accueil d'un bénévole actif, l'accueil par un bénévole actif, c'est toujours quand même plus facile. C'est-à-dire que si on nous demande juste de prendre l'équipe et puis et qu'on n'est pas accompagné derrière, ça risque de rapidement faire chou blanc. Par contre, si on arrive à mettre en place ce parrainage, alors là encore une fois, certains arrivent à mettre ce système parrain-filleul et qui peut être envisagé. Alors souvent, ça part soit les deux copains les deux enfants sont copains et puis ça va au-delà de l'association et du handball. Hein, ils sont ensemble à l'école et puis voilà, les parents commencent à discuter ensemble. S'il y en a un qui est un peu plus investi que l'autre dans l'association, il aura plus de facilité à le faire venir. Et puis derrière, c'est encore une fois, comme disait Hugo, c'est une relation gagnant-gagnant même, puisque évidemment le parrain sera mis en avant et on montrera l'implication qu'il a sur l'association. Mais son filleul aussi sera valorisé son engagement sera valorisé dans l'association ensuite. Et puis évidemment la plus-value pour l'association, puisqu'on double à chaque fois les rangs comme ça. Et au-delà de ça, hein, c'est un vrai partage qui va opérer entre le parrain et le filleul. Et souvent même naissent soit ça part de la relation des enfants, où finalement les enfants deviennent, si c'est des collègues de travail, parce que ça arrive aussi, nous c'est arrivé le cas, un bénévole un bénévole actif au club et qui ramène finalement un de ses collègues qui est kiné, en fait, pour expliquer aux enfants comment ça se passe. Et puis derrière, il prend goût au fur et à mesure. Du coup, les enfants, entre eux, s'entendent. Enfin, voilà. Après, c'est vraiment un outil qui peut être utilisé, en tout cas, le parrainage. Alors, est-ce qu'après, à formaliser ou pas, chacun est libre de le faire comme il veut, mais voilà. Évidemment, valoriser les parents, hein, c'est aussi une astuce, mais on oublie trop souvent, mais enfin, on est tous pareils. Je pense que quand ne serait-ce qu'un petit article dans le journal qui met en valeur le travail qui a été fait ou quand il y a une photo qui paraît, voilà, tout le monde on est content de ça et ça coûte pas grand-chose en fait. Donc valoriser les parents, c'est aussi important. Alors il y a différentes façons. Il y a aussi des commissions parents qui peuvent être mises en place au sein du club. Et donc le travail de la commission peut être valorisé au travers vos réseaux sociaux, au travers évidemment le site internet. Mais après, il y a aussi des choses toutes bêtes hein, pour les garder et puis pour fidéliser.
de plus en plus de clubs s'y mettent, mais sauter l'anniversaire, ça fait toujours plaisir. Sauter l'anniversaire sur les réseaux sociaux, des petites attentions, en fait. Alors, pour autant, tout le monde ne vient pas chercher la notoriété, hein, c'est pas ça du tout l'idée, mais comme disait Hugo, il faut aussi accepter que certains viennent chercher un petit peu de reconnaissance aussi, et que du coup, voilà, les valoriser, c'est toujours une bonne chose. Il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a aussi, je vois Pierre là, dans l'écran, mais je prends l'idée des vestes bleues à Hennebont. Voilà, c'est une super idée pour valoriser les bénévoles. Ça les identifie. Voilà, ils ont tous le même t-shirt ou la même veste qui montre aussi le sentiment d'appartenance au club. Et c'est aussi ça que certains bénévoles viennent chercher, ou en tout cas, s'ils ne viennent pas chercher, qu'ils restent pour ça. Voilà, Hugo parlait des distinctions honorifiques aussi. Alors, voilà, que ce soit par la DRJSCS, il y a des médailles de bronze du bénévolat, des médailles d'argent. Il ne faut pas hésiter non plus à proposer les bénévoles. Alors, encore une fois, certains ne chercheront pas ça, mais pour autant, ça fait, pour certains qui sont investis, ça peut faire plaisir, que ce soit donc au niveau de la direction régionale, mais aussi les mairies. Certaines mairies proposent ça. Nous, c'est le cas sur Love Maria, par exemple. Une autre arme, évidemment, c'est la convivialité. La convivialité, on n'en parle jamais assez. Alors, on avait un petit peu le débat en préparant le webinaire, c'est que beaucoup de clubs se disent, prônent la convivialité, et puis pour autant ne mettent pas en place les moyens derrière, ou rechignent un peu à mettre des choses en place. Il y a plusieurs choses qui se font. On a de la chance, c'est que les dernières années, les réseaux sociaux, la communication se fait de plus en plus, et on peut voir il y a des bonnes idées de partout, il y a vraiment des propositions qui sont faites un peu partout. Il ne faut pas hésiter à s'en inspirer. Notamment, je prends l'exemple, mais c'est de l'Assemblée générale qui dure 2h30 avec le rapport financier, le rapport moral, le machin, où finalement ça saoule tout le monde. Et puis voilà, il y a tellement maintenant de moyens de l'organiser plus festivement, plus convivial, en tout cas, de façon plus conviviale, et qui va plaire, et où les gens viendront chercher vraiment l'information qui leur plaît. Donc voilà, ne pas hésiter. En tout cas, c'est évidemment des vertus. Hein. On y vient pour ça, on y reste pour ça. Je pense que c'est ça aussi qui fait la force de notre sport. Et enfin, du coup, ce que je parlais des audits réguliers. Alors, les audits, c'est un grand mot, mais l'idée, c'est d'être au plus proche de nos bénévoles. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois qu'ils sont tout seuls et qu'on a réussi de passer de notre bénévole occasionnel à notre bénévole régulier, que ça y est, il a son équipe, il se débrouille et puis qu'il est tout seul. Non, l'idée, c'est vraiment peut-être de faire un point régulier, et c'est pour ça que l'idée de nommer un référent du travail sur la mobilisation bénévole, ça peut être une chose intéressante, parce que c'est lui qui pourrait éventuellement faire ça en la choisissant bien. Mais l'idée, c'est de faire un point aussi avec nos bénévoles en vigueur sur quelles sont les missions dans la fiche de mission qu'il a ou qui lui incombe, dans les missions qui lui incombent, lesquelles lui plaisent, lesquelles ne lui plaisent plus, quels seraient ses souhaits. L'idée, en fait, c'est vraiment de remobiliser toujours le bénévole en apportant vraiment des nouvelles ambitions, et puis de façon à pouvoir les garder au sein de l'association, et même étoffer ce réseau de bénévoles. Voilà, ça c'est la photo de chez nous, mais ça revient à ce qu'on disait. Donc nous, on a un événement convivial qui s'appelle le MLF, qui malheureusement avec les temps Covid a dû être annulé l'année dernière, mais pour autant c'est un événement qui dure depuis 20 ans, et c'est vraiment fédérateur. Les gens s'y retrouvent. Il y a même pour l'exemple, hein, c'est là où vous disiez, il y a des bénévoles qui reviennent, des bénévoles qui sont des joueurs et joueuses qui sont partis loin, hein, même dans d'autres terres, et qui prennent spécialement le week-end du MLF pour venir donner un coup de main et venir prendre du plaisir sur cette manifestation. Voilà sur ce qu'on peut dire. Je vais redonner la parole à Maëlys. Si certains ont des questions, alors ça va vite, 1 heure, on ne peut pas faire... et puis, ce n'est pas vraiment un partage, parce que là, du coup, on est en webinaire, donc on a du mal à partager l'expérience. Mais je pense qu'il faut se nourrir, comme le disait Hugo tout à l'heure, hein, des réunions même de secteur, et pour essayer de pouvoir échanger avec les clubs voisins, et puis ne pas hésiter à partager les bonnes pratiques, puisque de toute façon, on est tous un petit peu dans le même bateau. Super, merci Pierre. Si vous avez des questions, vous les avez posées sur le chat, et normalement, on vous y a répondu. Sinon, on prendra le temps d'échanger à la fin du webinaire, si vous voulez bien. Alors, on va enchaîner avec le public jeune, sur lequel Hugo a déjà présenté trois idées.
dont on va se rapprocher. OK. Alors, juste un premier constat concernant le bénévolat chez les jeunes. Premièrement, donc, une difficulté de renouvellement dans les associations qui est notable. Et en fait, au final, ces jeunes, on s'aperçoit qu'ils sont issus de l'association. Donc, c'est la première ressource vers laquelle on peut aller et qui est facilement accessible. OK. En plus, ce sont des futurs adultes et sont les futurs dirigeants peut-être responsables de demain. Un deuxième constat qui est qu'il y a une volonté politique qui est très forte et c'est une opportunité aujourd'hui pour l'association parce que c'est dans l'intérêt de l'État aujourd'hui de favoriser l'engagement des jeunes via de nombreux dispositifs qu'on va pouvoir vous présenter après. Autre point important, aujourd'hui, on a besoin d'utiliser d'autres outils pour éduquer. Et le club, ça peut être justement l'opportunité de former des joueurs, mais pas que. On peut également, du coup, former de nouveaux dirigeants, donner du sens à la plupart des jeunes qui sont dans nos associations. On peut adapter les projets par rapport aux âges de nos licenciés. Et donc, du coup, c'est là où l'éducation, en fait, elle prend une place très forte dans nos associations. Autre point, le partage des différentes générations. Donc, favoriser les actions de coopération. On peut très bien imaginer un échange entre un jeune licencié et puis avec un entraîneur. C'est un partage, en fait. C'est pas l'entraîneur qui va imposer les choses aux jeunes licenciés. C'est moi, je te partage mon savoir et puis ma vision de la mission sur laquelle tu t'investis. Et à l'inverse, toi, peut-être que tu vas pouvoir m'apporter de nouvelles idées. Et moi, en tant qu'entraîneur ou en tant que responsable arbitrage ou responsable de buvette, je vais peut-être remettre en considération ma conception des choses. Et ça va m'apporter moi-même, en tant qu'adulte, une nouvelle vision de la mission que j'effectue. Donc, dans tous les cas, c'est un partage et une richesse. Enfin, chez ces jeunes, il y a une volonté forte de travailler en équipe et ça peut être également un exemple pour l'ensemble des bénévoles. Et dernière chose qui nous semble importante, c'est que, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une évolution de l'engagement des jeunes et que ça permet peut-être aujourd'hui aussi de challenger les associations qui peut-être depuis un moment n'ont pas proposé d'évolution. Et le fait qu'il y ait de nouvelles personnes qui arrivent et issues des nouvelles générations, justement, ça peut permettre peut-être de réorienter le projet club. Et du coup, ça peut être une réelle opportunité pour relancer l'activité et l'engagement bénévole sur votre association. OK ? Voilà. Et quand je parle de transversalité dans la gouvernance, on a connu des gouvernances qui étaient très descendantes. Il y avait des points hyper positifs et d'autres un petit peu moins. Aujourd'hui, on se retrouve même au sein des entreprises. Vous avez vu que les entreprises, elles ont tendance à remodifier le mode de gouvernance qu'elles ont et à investir un peu plus les salariés dans le projet de l'entreprise et à être bienveillants dans les conditions de travail des salariés. L'association, c'est la même chose. C'est peut-être avoir plus de transversalité et laisser la place à ces jeunes, justement, pour réorienter le projet club ou être force de proposition. On va aller, du coup, sur un projet qu'on peut appeler le projet Jeunes Engagés. L'idée, en gros, c'est pourquoi est-ce qu'on investirait les jeunes dans l'association? Donc, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Aujourd'hui, on propose, en fait, d'engager les jeunes sur un projet sportif parce que ce sont ceux qui sont sur le terrain, c'est eux qui sont au cœur de l'action. Pour la direction du club, c'est exactement la même chose. Ces jeunes, ils sont aujourd'hui dans l'association. Leur objectif, c'est de poursuivre leur activité sur cette association. Donc, en fait, ce sont les jeunes licenciés d'aujourd'hui qui seront les dirigeants de demain. Donc, qui mieux que eux pour pouvoir orienter en collaboration avec les dirigeants actuels le projet de demain. Okay ? Comment le faire ?
Alors, Hugo en a parlé tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est exactement la même chose que pour accompagner un jeune joueur. C'est transmettre le jeune bénévole, l'accompagner et ensuite le rendre autonome. Et pour ça, on propose la mise en place d'un parcours, par exemple, joueur-arbitre, joueur-entraîneur et ou joueur-dirigeant. D'accord ? C'est des propositions, mais on peut très bien mobiliser d'autres dispositifs. On peut inventer un label jeune, une notion de parrainage, ou encore, si vous avez d'autres idées, c'est vraiment l'occasion d'essayer, en tout cas, de mettre en place des projets autour de la jeunesse. Donc, ça concerne qui ? Nous, on s'est positionné sur le public moins de 13 ans pour débuter la mise en place de ces projets. Vous pouvez très bien le débuter à partir de 11 ans, à partir de 15 ans ou 17, 18 ans, selon les ressources que vous avez et selon vos convictions. L'idée, c'est de faire le lien avec le besoin d'autonomie et la prise de responsabilité dont ils vont avoir besoin en entrant au collège. Voilà, et on s'appuie sur les entraîneurs, les arbitres, les dirigeants ou salariés de l'association qui auront un rôle déterminant. Vous pouvez également vous appuyer sur le secteur et sur la ligue qui du coup sera un appui supplémentaire pour vous informer, vous accompagner et vous former. Et quand mettre en place ce projet ? L'idéal, c'est de le préparer. Par exemple, là, on est en juin, c'est le moment, enfin, on est en mai-juin, je m'avance un peu. Là, c'est une période idéale pour commencer à préparer ce projet, pour pouvoir le présenter en août ou dès la reprise, voire septembre. D'accord ? Comment le présenter ? On en a parlé tout à l'heure, vous pouvez mettre en place des réunions, vous pouvez préparer également un outil PowerPoint comme celui-ci, que vous allez, en plus de la réunion, partager à vos licenciés et aux parents. L'intégrer dans le document de prise de licence. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une décision qui doit être prise par le bureau directeur. Communiquer sur les réseaux. Vous pouvez même parler de votre projet qui permet justement d'avoir des valeurs fortes au niveau de l'éducation dans la presse. Vous pouvez interviewer des jeunes qui sont engagés. C'est vraiment, vraiment aller le plus loin possible dans la mise en place de celui-ci. Donc, ce projet, il se met en 3 étapes. Et c'est un petit peu le même fonctionnement que pour la formation des joueurs sur le club. L'idée, c'est dans un premier temps de développer le nombre de bénévoles. Et pour ça, faire découvrir au plus grand nombre ce que c'est qu'être bénévole dans un club. D'accord ? Ensuite, dans un second temps, une fois qu'on a fait découvrir à l'ensemble des joueurs, donc par exemple à tous les moins de 13, tous les moins de 15, peut-être que parmi ces moins de 13 et moins de 15, il y en a certains qui vont avoir envie d'aller un petit peu plus loin dans cet engagement et d'être accompagnés sur le club pour être formés. Et enfin, donc je sais pas, on va partir sur une base de 100% qui souhaitent découvrir l'activité bénévole. Sur ces 100%, peut-être qu'il n'y en a que 30% qui vont avoir envie de continuer et d'être accompagnés en interne dans le club. Et enfin, sur ces 30%, peut-être qu'il n'y en a que 5% qui vont avoir la volonté de se perfectionner. Alors, peut-être d'en faire son métier, peut-être juste de maintenir un engagement bénévole en se formant. Et nous, on doit être en capacité d'accompagner ces jeunes, en tout cas, dans ce processus, que ce soit sur notre club, si on en a la capacité, ou sur un club support ou un club voisin. Okay ? Donc, ce qui me semble primordial dans tout ça, c'est de faire rêver le jeune. C'est-à-dire que je ne vais pas lui demander de s'investir sur la structure si au préalable, je n'ai pas défini des valeurs et s'il ne s'est pas identifié à ces valeurs. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on a présenté tout à l'heure. C'est important de bien identifier quelles sont les valeurs de l'association, les objectifs, et que le jeune puisse se reconnaître dans ces valeurs, que le parent puisse également se reconnaître dans les valeurs que vous véhiculez. Enfin, ce processus, il se reproduit à l'infini. Et c'est là où la plupart des clubs ont peur de perdre leurs bénévoles. Sauf que vous allez le voir dans le tableau des générations. C'est la réalité est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont une durée d'investissement qui est très limitée. Donc, le plus important, c'est quoi ? C'est que ces jeunes, ils soient heureux et qu'ils soient heureux de pratiquer l'activité dans votre club et qu'ils soient heureux de transmettre et de s'investir dans votre club. Si pour leur bien-être,
ils ont besoin de partir faire leurs études loin et qui ne peuvent plus maintenir un engagement sur votre structure, quand vous voyez vos étapes, vous pouvez être fier en fait d'avoir permis à ce jeune de se réaliser dans votre association. Et à partir de là, on est juste en accord avec nos valeurs et on permet à ce jeune de partir se réaliser ailleurs. Et on sait très bien que nous, dans tous les cas, vu qu'on a bien veillé au bon déroulement de nos étapes, il y aura toujours des jeunes à qui on va pouvoir faire découvrir. Et que parmi ces jeunes, certains vont se former. Et que parmi ces jeunes, d'autres vont maintenir leur engagement et pouvoir apporter à votre association. Pour aller plus en détail, et je ne vais pas prendre trop de temps, si on doit définir chaque étape, en gros, si on veut développer, donc on l'a dit, c'est permettre au plus grand nombre de découvrir. D'accord ? Donc sur les 3 secteurs qu'on a identifiés, la vie du club, l'entraînement et l'arbitrage. Donc là, vous pourrez lire, c'est quelques exemples. Par exemple, concernant la vie du club, dans un premier temps, c'est peut-être juste proposer à chaque effectif de mener un projet autour d'un événement. Et dans ce projet-là, les jeunes ils vont pouvoir déjà développer des compétences, déjà travailler en collaboration et essayer d'avoir un rôle, une mission et de s'y tenir. Okay, sur entraîner, manager, donc ça peut être à partir du moins de 13 ans, du moins de 15 ans, peu importe. Ça, c'est à vous de l'identifier. On peut proposer justement aux effectifs de créer des binômes et puis venir entraîner et encadrer les baby-hands, mini-hands, premier pas le week-end, enfin le samedi matin en tout cas. Et ça permet à ces jeunes de ne pas se sentir seuls, de ne pas avoir l'appréhension justement de se retrouver tout seul face à des jeunes joueurs. Et en plus de ça, il y a une équité parce que tout le monde va participer au dispositif. L'arbitrage, c'est exactement la même chose. Et vous pouvez même proposer aux moins de 13 de venir arbitrer les moins de 11 sur la séance précédente, les moins de 15 d'arbitrer les moins de 13 sur le match à thème de fin de séance. C'est à vous de trouver l'organisation qui va permettre à tout le monde de s'investir de la même façon et surtout de découvrir la mission et de se découvrir soi-même dans cette mission. Quelques outils du coup à utiliser. Donc par exemple, ça peut très bien être le dossier d'inscription au club dans lequel vous allez identifier votre projet, mettre en place du coup, on l'a dit tout à l'heure, la réunion d'information, etc. D'accord ? Je remets la pyramide de motivation dont on a parlé parce que c'est la même chose. C'est s'intéresser à chaque jeune et savoir quelle est sa motivation profonde et pourquoi est-ce qu'il a envie de s'investir dans l'association. Qui coordonne ce projet ? Donc, il faut forcément identifier un responsable. Donc, soit on crée des commissions. Donc, vous avez une commission vie du club, technique ou arbitrage. Et dans ce cas, c'est le responsable de la commission qui va être en charge de chaque action. Soit vous laissez la responsabilité aux entraîneurs de chaque effectif. Soit vous avez encore une autre alternative. C'est à vous de choisir. Et juste un coup de pouce, ne pas hésiter justement à favoriser le travail en équipe. C'est important de permettre en fait aux jeunes de ne pas intervenir seuls. Donc on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment une plus-value que de favoriser ce travail en équipe. Donc je vais aller un petit peu plus vite sur former. Donc là c'est l'étape suivante. C'est la même chose, juste qu'on va proposer peut-être un investissement supérieur dans chaque mission. Et c'est là où je parle de la commission jeune. C'est hyper important de la mettre en place et de laisser cette commission jeune être auto-gérée justement par, je sais pas, ça peut très bien être représenté par un ou deux moins de 17, un ou deux moins de 15, et puis accompagné également par un ou deux jeunes seniors. Voilà, l'idée c'est qu'ils soient vraiment acteurs de la vie du club. Quelques outils. Donc là, vous aurez accès à ces outils dans le drive qu'on va vous mettre à disposition. Dès 16 ans, vous pouvez valoriser le temps de bénévolat via le compte d'engagement citoyen. Donc, donc Hugo vous en a parlé tout à l'heure. Il y a un document qui est sur le site de la Ligue auquel vous allez pouvoir avoir accès en cliquant sur le lien compte engagement citoyen. Donc, ce document, il vous explique la démarche à suivre.
et vous explique également ce que c'est que le compte engagement citoyen. D'accord ? À savoir que, en gros, le nombre d'heures que le bénévole va effectuer à partir de 16 ans peut être valorisé et rattaché au compte de formation. Voilà, donc du coup, il y a un nombre d'heures limité, donc vous pourrez avoir accès à toutes ces informations, mais c'est vraiment une plus-value pour valoriser en tout cas l'investissement de ces jeunes. Il y a également le service civique qui peut être mobilisé, et le service civique, lui, est utilisable à partir de 16 ans. Donc c'est pareil, vous pouvez le mobiliser, à sachant que chaque association peut avoir 2 services civiques en même temps. Voilà, vous pourrez vous rapprocher de Vincent Quintin, qui est responsable développement à la Ligue Bretagne de handball et qui est responsable de ce dossier. Et enfin, le SNU, c'est un nouveau dispositif qui va être mis en place, donc le Service national universel. Ce dispositif, il va rentrer en vigueur dans peu de temps. L'idée, c'est la suivante. Ça remplace un petit peu le service militaire. Chaque jeune entre 15 et 17 ans devra effectuer 2 semaines de stage dans un département annexe. Voilà, donc ça remplace la journée de service militaire. Et en fait, il pourra du coup participer à 2 semaines avec d'autres jeunes pour développer des valeurs. Et également, il aura un nombre de 83 heures, il me semble, à mettre en place dans une association. C'est-à-dire qu'à l'issue des 2 semaines, il doit s'investir à hauteur de 83 heures dans l'association de son choix. Donc nous, en tant qu'association de BAL, on peut très bien accueillir ces jeunes pour qu'ils puissent effectuer ces missions d'ordre national. OK ? Voilà, donc ça, ce dispositif, vous allez en entendre parler dans peu de temps. Là, c'est pareil, vous pouvez cliquer sur le lien, vous aurez toutes les informations. Enfin, pareil, qui coordonne. Donc, pour former en interne, donc on identifie un formateur, bien sûr. Et si jamais vous n'avez pas la ressource sur votre club, ne pas hésiter à vous appuyer sur d'autres compétences, et notamment des compétences qui peuvent être disponibles sur le secteur. Et pareil, ne pas hésiter sur chaque mission à mettre en place des binômes. Donc, et c'est important tant qu'on n'est pas totalement autonome, d'être accompagné et de faire le lien même avec une personne référente pour chaque commission. Enfin, pour performer, donc là, on cherche à augmenter les compétences. Donc, toujours pareil. Hop. Et là, par contre, on va chercher à se former en externe. Donc, la Ligue Bretagne met en place des formations. Donc, pareil, vous allez pouvoir y avoir accès. Faire appel également à des organismes de formation en extérieur. Admettons, on prend l'exemple d'un jeune ou d'une jeune qui souhaite faire des études en communication. C'est possible de le ou la prendre en stage sur votre association et c'est une réelle plus-value pour vous parce que ça permet de déléguer la partie communication à une personne qui est en train de faire des études dans ce domaine. Et cette personne, il est possible qu'elle se réinvestisse dans votre association de façon totalement bénévole et avec de réelles compétences. Vous aurez également toutes les indications concernant le contrat d'apprentissage et ne pas hésiter non plus à utiliser les dispositifs, par exemple ANS. Là, vous avez jusqu'au 21 mai pour remplir les dossiers et mobiliser du coup 3 actions. Et dans ces actions, il est possible de faire valoir des actions en lien avec l'engagement justement des jeunes dans votre association. Donc, ça peut permettre également d'utiliser ce dispositif. Et là, pareil, qui coordonne, coordonné par les dirigeants, ça peut être également le salarié de l'association en collaboration également avec la Ligue et du coup, les organismes de formation. Important, et Hugo en a parlé, et Pierre aussi, identifier un tuteur et laisser une grande place à l'autonomie, c'est-à-dire faire régulièrement des allers-retours pour montrer que, OK, on te fait confiance, tu peux mener telle ou telle mission. Puis de temps en temps, on va échanger parce que c'est dans nos intérêts à tous les deux et que faut pas que tu oublies que s'il y a besoin, on est là. Voilà. Enfin, ne pas oublier que le joueur il est au cœur de l'apprentissage et que cet investissement,
Ça va permettre du coup plusieurs choses. La première, c'est moi en tant que personne, je vais pouvoir transmettre et échanger. Donc, c'est développer des compétences de savoir-faire faire, se rendre utile, transmettre des valeurs et développer également du réseau. Quand je transmets et que j'échange, je peux aussi rencontrer des personnes et ça peut être une réelle opportunité dans ma vie personnelle ou étudiante professionnelle. S'épanouir également en tant que personne, je développe des valeurs, je prends confiance en moi, je donne du sens à mon engagement. Et ça, pour les nouvelles générations, c'est très important. Vous allez voir que donner du sens, c'est une priorité. Enfin, mieux comprendre le handball. Quand j'interviens en tant qu'arbitre, en tant qu'entraîneur, ça me permet d'adopter un autre point de vue, d'avoir accès à un apprentissage qui est différent et peut-être de progresser plus vite. Et enfin, être valorisé. Donc, pour suivre sur ce qui a été présenté précédemment, déjà, j'apprends de nouvelles choses et ça, c'est une valorisation qui est importante. Je vis de nouvelles expériences. Je peux utiliser également mes compétences au service d'un autre projet. Je peux peut-être obtenir des diplômes. Et enfin, donc là, c'est une question, peut-être que je peux avoir une réduction sur ma licence. Tout dépend du choix, en tout cas du bureau directeur et des valeurs en fait, qui sont identifiées sur votre club. Pour finir, et après je regarderai vos questions et on y répondra. Il y a une chose qui semble importante, c'est ne jamais oublier d'où on vient. D'accord ? C'est-à-dire qu'un jeune qui va commencer l'activité dans un club et qui a le souhait d'aller, par exemple, dans le secteur, je souhaite évoluer sur un niveau au-dessus, je vais quitter mon club initial et je vais me rendre du coup sur un club qui va me permettre de progresser et d'atteindre mes objectifs. Ce club-là, il a la même démarche que vous, c'est-à-dire que quand je prends une licence, je m'engage également en tant qu'arbitre, en tant que joueur ou dirigeant. D'accord ? Donc, ce club, il forme en interne et il permet aux jeunes issus des autres clubs d'y retourner bénévolement. C'est-à-dire que une fois que je rentre dans le processus de joueur-entraîneur, joueur-arbitre ou joueur-dirigeant, je peux revenir dans mon club initial pour effectuer mon engagement bénévole. D'accord ? Et moi, en tant que club initial, du coup, je permets aux jeunes de découvrir l'activité. Je les aide à réaliser leurs rêves, mais je l'accueille également quand ils souhaitent revenir sur mon club pour nous donner un coup de main. Et ça, c'est un partage de valeurs entre les clubs. C'est-à-dire que lors de vos réunions de secteur ou quand vous acceptez j'espère, qu'un jeune joueur, en tout cas, mute sur un autre club, il y a une communication, en fait, entre les clubs à avoir. Et il me semble que c'est dans l'intérêt des deux clubs que de partager vos valeurs et de montrer que vous êtes reconnaissants l'un envers l'autre également. Et que, OK, moi, il n'y a aucun souci, j'accepte que mon joueur, il parte évoluer sur ton club parce que nous, on n'a peut-être pas les moyens de l'accompagner dans sa formation de joueur. Et moi, en tant que club qui évolue à un niveau au-dessus, je comprends tout à fait qu'on vous enlève une ressource, mais nous, en tous les cas, notre intérêt, c'est également que votre club il puisse continuer à évoluer et que ce socle de développement il soit pas mis en péril. Donc, à partir de là, il n'y a aucun souci si notre jeune souhaite revenir effectuer sa mission de bénévolat dans votre club. C'est avec plaisir qu'on l'encouragera en tout cas à venir vous donner un coup de main. Et ça permet justement de mettre de la bienveillance entre les clubs et faire prendre conscience que déjà, je peux proposer à mes jeunes qui sont issus de mon club de s'investir sur mon association, mais je peux aussi être là pour aider les clubs aux alentours et leur montrer que il y a cette bienveillance qui est importante entre nous. Voilà, donc désolée si ça a pris un peu de temps, mais j'espère que ça a été assez complet. On va passer au temps d'échange. Hop, donc je vais vous donner la parole si vous avez des choses à partager.